Bonjour, nous nous retrouvons pour discuter de la situation critique à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier les récentes avancées du M23 dans la région du Nord Kivu. La chute de Kalembe le 20 octobre 2024, Kalembe situé dans le territoire de Walikale, et représente un point stratégique qui ouvre l'accès à Rubero, Rutshuru et même aux provinces voisines de la Chopo, du Sud Kivu et de Maniema. Lundi matin, des intox sur la reprise de cette zone stratégique par les FARDC et les alliés ont inondé les réseaux sociaux, ce qui a été vite démenti. Pour en discuter, je suis avec Tite Gatabazi. Bonjour Tite. Bonjour Révérien. Quel est votre commentaire face à cette situation dans cette partie de la RDC? Non mais on ne ferait pas de commentaires, il faut constater. Ouais. Il faut constater deux choses. Depuis que ça a commencé, on nous a habitués à la montée en puissance des FARDC. Ça n'a pas pris. On a ramené des mercenaires, on a fait venir des Burundais, on a légalisé les criminels Wazalendo. Et depuis, chaque fois qu'il y a des combats, le M23 non seulement repousse cette coalition hétéroclite, mais gagne du terrain, gagne des villages et des villes. Donc, ça ne m'a pas étonné qu'ils entrent dans Walikale, lequel c'est un centre de négoce où gravitaient les FDLR. Et donc, ils peuvent pas... Depuis combien de temps? Depuis assez longtemps. Ils ont été chassés de Rutshuru, de Massissi, et donc ils se sont repliés sur la zone de Walikale qui est forêt, où vous avez quand même un petit centre de négoce à 20-25 km du centre de Pinga. Et donc ils étaient là, ils faisaient la pluie et le beau temps. Et donc je pense que le M23 ne pouvait pas rester et donner le dos à l'ennemi, le FDLR. Ils ont dû les chasser de ce grand village, on va dire. Pourquoi les représentants du peuple dans cette partie, justement, ont fortement contesté, justement, cette avancée des M23, alors que c'était les FDLR qui occupaient la partie? Quelles sont les relations, justement, des FDLR avec la population de la localité? Partout où sont les FDLR, ils volent, ils pillent, ils violent et ils massacrent la population. Ça, c'est devenu une habitude en République démocratique du Congo. Et le paradoxe, c'est qu'ils restent alliés du gouvernement. Et donc, et partout où le M23 vient et chasse les FDLR, vous avez vu qu'il y a une manifestation de joie et les populations sont libérées du joug des FDLR. Et que ce soit les FDLR, que ce soit les FARDC, que ce soit les Wazalendo, que ce soit même la police nationale. Pour peu que quelqu'un soit en tenue militaire ou de police, il raquette la population. Il viole. Mais pourquoi un député de Kinshasa a semblé regretter justement la 21-23 alors que les FDLR se comportent ainsi? Oui, c'est ça le paradoxe dont je parle. Vous avez le député Mishiki qui avait même juré il y a quelque temps que si jamais le M23 entrait dans Walikale, ce sera leur tombe. Maintenant qu'ils y sont, on a vu le contraire. L'ancien député Juvenal Nobo, il va assez prudemment. Il invite les FARDC à reprendre cette zone. Mais ça fait 3 ans que le calendrier tourne. On va reprendre Bunagana. Après Bunagana, il y a eu quasiment tout le territoire de Rutshuru, et tout Massissi, jusqu'à la frontière du sud Kivu. C'est devenu un cycle infernal à la fois pour les FARDC et leurs alliés, de faire de la provocation, de violer le cessez-le-feu et après de courir, de détaler. Ils ont même arrêté de parler de repli stratégique. Pour vous dire, ils ont arrêté de dire ça.
Donc là, on est à la frontière avec le Grand Nord. Alors, justement, parmi les grandes particularités justement de Kalembe, on le qualifie d'une porte par excellence d'entrée dans plusieurs coins de. Oui, on va pas aller trop vite. Rutshuru, vous avez, c'est vrai, Kalembe qui est un centre de négoce. C'est un grand village, c'est pas encore une ville. Il n'y a pas d'infrastructure pour qualifier Kalembe ni Pinga de grandes villes. Mais c'est la route qui monte vers Pinga. Et si vous êtes à Pinga, vous n'êtes pas loin de Beni, Lubero. Oui. Vous pouvez même descendre par le sud et aller vers Chabunda. Malgré justement ces faits sur terrain, donc, on est censé respecter justement l'accord de Luanda pour justement essayer de maîtriser la situation dans cette partie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que tous les cessez-le-feu qui ont été négociés, imposés, ont été violés par les FARDC et leurs alliés. Je constate que le discours au sommet de l'État à Kinshasa plante un couteau dans Luanda et ne permet pas à ceux qui sont sur le champ de bataille de se comporter conséquemment. Et donc aujourd'hui, que quelques propagandistes disent que le M23 a violé le cessez-le-feu, la vérité, elle est tout autre. Chaque fois, le M23 repousse les attaques de la coalition. On a vu sur les réseaux sociaux avant cette bataille, ils avaient même annoncé qu'ils venaient en découdre avec le M23, qu'ils ont reçu des armes. Rappelons quand même qu'il y a des officiers supérieurs qui ont été arrêtés à Goma et mis en prison parce qu'ils ont vendu les armes aux groupes armés. C'est aussi ça la réalité dans ce pays. Le gouvernement qui s'entête à poursuivre la guerre va s'approvisionner en armes, remet ça aux militaires, les militaires arrivent, ils troquent les armes contre des dollars ou des minerais. Pourquoi sont seulement les militaires qui sont ciblés justement pour collaborer avec les groupes armés alors que certains de ces groupes armés sont gérés à partir de la présidence de Kinshasa? On ne peut pas, en termes de responsabilité, les premiers responsables sont les hommes politiques. La décision a été prise au sommet de l'État. C'est le président Tshisekedi qui est allié au FDLR. Mais il est le chef suprême des armées. Il demande à ses généraux, à ses colonels d'entrer en contact avec les FDLR, de mener des opérations conjointes. L'argent, ce n'est pas l'argent des militaires, c'est l'argent qui vient de la caisse de l'État. Donc la présidence... Gérer entre les politiciens. Oui, la présidence demande au ministre des Finances de remettre de l'argent dans le cadre des opérations au général Intel, lequel va distribuer au FDLR. Donc si on parle de responsabilité, c'est véritablement une responsabilité politique et qui relève pleinement du chef de l'État. Apparemment, l'OM23 a déjà conquis plusieurs territoires de cette partie de l'Est de la RDC. Mais aujourd'hui, c'est Beni qui reste intact par rapport justement à ces conquêtes de M23. Mais Beni aussi contrôlé par les ADF. Mais aujourd'hui aussi avec la présence de UPDF, donc l'armée ougandaise. Pourquoi l'OM23 n'est pas intéressé apparemment par cette raison? C'est pas qu'ils ne sont pas intéressés. Oui. Il y a un accord bilatéral entre Kinshasa et Kampala pour que l'armée ougandaise vienne suppléer au déficit militaire congolais et puisse chasser les ADF. Donc vous ne pouvez pas, si vous êtes stratège du M23, vous ne pouvez pas dire à vos militaires d'aller jusqu'à Beni où vous avez l'Ouganda, les ADF et quelques FARDC qui font plus de la comédie là-bas qu'autre chose. Le M23 ne peut pas aller au-delà de Butembo, effectivement, parce que vous avez les militaires ougandais là-bas qui
pourchassent les ADF. Selon certaines opinions, on pensait que si le M23 s'engageait à affronter justement pour conquérir justement Beni, que le gouvernement congolais allait s'allier avec l'ADF pour justement empêcher que le M23 prenne Beni. Qu'est-ce que vous en dites? Le gouvernement congolais est capable du pire. Il est allié au Codeco en Ituri où ils sont en train d'exterminer les Hema. Il a légalisé les criminels au Wazalendo. Qu'est-ce qui lui manque? Il a des mercenaires avec lui au mépris du droit international. Il laisse massacrer sa population par les FDLR en refusant de neutraliser les FDLR qui sèment la mort et la désolation au sein de la population congolaise. Qu'ils s'allient avec les ADF, c'est vraiment dans leur état d'esprit. Aujourd'hui, Tite, si on essaie de comprendre la situation avec l'avancée d'un 23, et qu'aujourd'hui, la ville de Goma reste plus ou moins entourée par un 23, mais que la ville reste toujours dans les mains des gouvernements, est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, qu'est-ce qui manque justement à 23 pour passer à la seconde étape? Moi, j'aurais bien voulu le savoir de la bouche de ceux qui mènent les opérations. Je pense que Goma a non, vous, c'est en tant qu'analyste oui, justement, pour essayer de pronostiquer. Oui, je pense que Goma a une particularité. Goma est une grande ville. Goma dispose de l'aéroport international. Goma est le siège de la MONUSCO. Goma abrite pléthore d'ONG occidentales venues mettre la population congolaise sous perfusion. Goma est habité par presque 2 millions d'âmes. Et donc, venir, M23 n'était pas loin quand ils étaient à Mounigi. Mounigi, vous êtes à l'entrée de la ville. Quand ils prennent les hauteurs de Sake, ils ont les yeux rivés sur Goma. Mais une bataille dans Goma ferait un véritable carnage et un désastre humanitaire. Comment? Donc, parce que vous avez 2 millions d'âmes compressées sur cette superficie-là. Vous avez... Goma est surmilitarisé. Vous avez des FARDC, vous avez des mercenaires, vous avez des FDLR, vous avez les Wazalendo, vous avez les troupes burundaises. Et donc, comme ils sont sans état d'âme et qu'ils ne se soucient pas de leur population, je crains que si le M23 décidait d'entrer dans Goma, les FARDC et consorts ne décident de tuer la population et de mettre ça sur le dos du M23, oui. Et après, vous avez l'exode soit vers le Rwanda, soit dans le lac. Ce n'est pas... ce serait un désastre humanitaire, oui. Est-ce que vous pensez que le M23 continuera à contrôler justement l'Orette sans prendre la capitale de la zone qu'ils occupent? La capitale du Nord Kivu, c'est Goma. Prendre la ville de Goma serait un symbole très fort, ça je le concède. Mais prendre la ville de Goma, à quel prix? Le coût humain serait exorbitant. Et je pense que comme les gens du M23 sont beaucoup plus raisonnables que ceux de Kinshasa et des FARDC, ils évitent de commettre cette erreur stratégique et d'entrer dans Goma, de précipiter les choses et d'observer comme ça à ce carnage de la population. La garde républicaine s'occupe bien de venir faire du carnage à Goma. Le M23 ne peut pas en rajouter. Est-ce qu'avec la prise de Karembe, ça va pas encore créer une crise humanitaire justement dans cette localité? Non, il y a eu plutôt une fuite de Wazalendo. Les FARDC ont détalé. Il y a eu une bataille, hein. Et donc, ils ont perdu un homme. On dit que le M23 a récupéré du matériel là-bas. On va dire comme d'habitude.
Et donc, il n'y a pas vraiment... Kalembe n'est pas très habité au point où il y a les populations se dispersent beaucoup. Et même ceux qui sont dans les environs, puisque les gens ne disent pas assez, ceux qui sont dans les environs sont revenus dans le grand village. Parce que contrôlés par le M23. C'est ça, en fait, c'est un problème qu'il faut comprendre. Plus les M23 chassent ces hommes armés, ces bandes armées, et qui vont se concentrer justement dans Goma. N'est-ce pas que les M23 sont à le piège justement à Goma pour qu'un jour, quand ils voudront prendre Goma, ça va toujours être difficile. Je ne pense pas. Bon, une fois que Goma est ceinturé par le M23, c'est vrai, vous avez une forte concentration de Wazalendo, de tous ces criminels-là. On a vu qu'il y a une forte montée de criminalité dans la ville de Goma, ce qui est un paradoxe. Plutôt que les militaires qui viennent protéger la population, ils les ont tués en grand nombre. Goma ne compte plus ses morts. Donc, vous avez plutôt la population qui appelle à l'aide, qui appelle à être libérée de ces criminels. Mais comme je vous disais, je vois très mal le M23 rentrer dans Goma avec le risque d'une crise humanitaire très aiguë. C'est toujours la présence de la MONUSCO dans ce conflit ou bien ça a cessé? La MONUSCO est devenue assez risible. La MONUSCO n'est plus ce pavillon des Nations Unies qu'on aurait pu penser ou espérer protéger les populations. La MONUSCO n'a jamais protégé les civils, sinon on ne pouvait pas assister à la prolifération des groupes armés. La MONUSCO fait quoi quand on tue des gens tous les jours sous son nez et sa barbe? Mais il y a plus grave que ça. Parfois, la MONUSCO prend parti et vient à la rescousse des FDLR. La MONUSCO a déjà été prise en flagrant délit d'assistance des FDLR. Et donc, ce n'est plus ce pavillon Nations Unies, neutralité, impartialité et protection des civils. Non. La MONUSCO est là. Vous avez la SADC, vous avez les FARDC, vous avez les Burundais. Et il ne peut pas y avoir de coordination sur le plan opérationnel quand vous avez des militaires FARDC qui sont très intéressés par l'argent, par le commerce illicite, par le contrebande, qui vendent les armes aux groupes armés. Vous ne pouvez pas avoir de coordination quand vous avez un contingent burundais qui ressemble beaucoup plus à des boy scouts qu'à des militaires. Vous ne pouvez pas avoir de coordination quand vous avez des Wazalendo qui sont des pauvres délinquants, drogués et criminels. Vous n'en faites pas des militaires, ces gens-là. Et donc, je crois que même si la MONUSCO ne le dit pas, la MONUSCO a du mal à communiquer avec toutes ces composantes assez hétéroclites. La MONUSCO, ils le disent entre deux mots, ne peut pas faire confiance aux FARDC, qui sont beaucoup plus commerçants que militaires. La MONUSCO ne peut pas compter sur le haut commandement des FARDC. Allez-y comprendre. Quand vous avez des militaires sud-africains qui se font tirer dessus la nuit par les Wazalendo, la MONUSCO est présente. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle interagit avec ces gens-là? C'est une cacophonie et qui fait beaucoup plus mal à la population congolaise et qui donne comme ça l'avantage, ne serait-ce que cette supériorité psychologique et militaire au M23. Mais il y a quand même une bonne chose à noter. La MONUSCO qui a facilité quand même certains combattants, les Rwandais qui sont dans les groupes armés en RDC et qui a quand même facilité donc qui a mis en pratique les volontés de rentrer au Rwanda. Il y en a qui, ça fait des années, hein. Ça fait des années qu'il y en a qui sont frappés par la lassitude, qui voient que ça n'ira pas loin et qui sont aussi surexploités.
et qui décident comme ça d'être rapatriés. Et donc, quand ils tombent sur le campement de la MONUSCO, ils disent, je ne partirai pas d'ici, ramenez-moi au Rwanda. Mais on ne peut pas dire quand même que la MONUSCO a monté une opération pour à la fois désarmer les FDLR, leur expliquer qu'ils ont intérêt à rentrer au pays. Non, c'est des cas isolés comme ça, de petits groupes pas très significatifs. Mais c'est à saluer quand même. Je dis merci qu'ils aient sauvé quelques individus, mais ça aurait dû être tout un programme. C'est ce que je note. Je dis, la nuance, c'est celle-là. Est-ce qu'ils ont vraiment mis un programme? Est-ce qu'ils ont approché ces gens-là? Non, c'est des initiatives individuelles. Et vous aurez remarqué qu'il y en a qui viennent, qui laissent femmes et enfants là-bas, et qui après disent, bon, ramenez-moi aussi ma famille. Et donc, tant mieux qu'ils le fassent et qu'ils continuent, mais ça aurait été encore mieux que ce soit plutôt un programme coordonné. Voilà, c'est par tes espoirs que nous mettons en point final à notre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tite, pour votre contribution dans notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci également à notre équipe du studio, Nourou Moussemakweli, qui nous accompagne toujours à la réalisation de cette émission. Le Verrier Bazkamé était à la présentation. Au revoir. À la prochaine.